Bienvenue sur C'est maintenant. Ça va pas aller, arrête. C'est mort. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Alors, on commence. Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline. Et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle. Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer. Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com/podcast. Bienvenue dans ce 3e épisode. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui et nous continuons donc notre exploration depuis l'épisode 1 et l'épisode 2 autour du thème des fondations de la confiance en soi. Nous cherchons en fait depuis le début de ce podcast à comprendre et à reconnaître, à trouver des moyens de comprendre et de reconnaître notre valeur personnelle. Et pour cela, il n'y a pas 36 000 façons de faire en fait. L'une des meilleures façons de faire, c'est de travailler sur la reconnaissance de nos propres forces, de nos propres qualités. Et donc aujourd'hui, notre sujet, c'est comment redéfinir le succès et trouver une nouvelle voie en soulignant l'importance de reconnaître sa propre valeur à travers le changement. Voilà, et donc si le titre, vous l'avez vu, notre titre du jour, c'est... Du coup, redéfinir le succès sur ton propre chemin. Voilà, sur ton propre chemin. Et puis, nous avons à nouveau une petite citation à vous partager. Je te laisse faire. Ouais, les citations, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup et qui nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est une citation anonyme qui pourtant nous parle bien, qui dit « L'âge n'est qu'un nombre, la vraie passion n'a pas de date d'expiration ». Je la trouve incroyable, vraiment. Et je trouve que dans toutes ces périodes de transition, que ce soit à 20, à 30, à 50, à 60, à 37, peu importe finalement le nombre, mais ça m'évoque que dans toutes ces situations où on est en transition et en changement, finalement on peut soit être mis sous pression par l'âge qu'on a, soit être mis en péril par l'âge qu'on a. En tout cas, c'est vrai que l'âge nous met bien souvent dans des choses peut-être compliquées, et pourtant, l'âge ne reste qu'un nombre. Oui, alors c'est vrai que ça n'est qu'un nombre, et en même temps, il y a dans notre culture un a priori inconscient sur la valeur, finalement, d'une personne en fonction de son âge, son expérience de vie. Beaucoup d'entre nous, je pense, ont inconsciemment tendance à penser, par exemple... je vais prendre un exemple qui pourrait nous concerner, qu'un expert de l'accompagnement de 20 ans n'a pas la même envergure ou la même profondeur ou la même expérience qu'un expert de l'accompagnement de 60 ans. Et donc il y a quand même dans notre façon en fait d'envisager, j'allais dire la valeur d'une personne, en tout cas la valeur professionnelle d'une personne et peut-être aussi la valeur personnelle au travers du filtre de l'expérience. Et sans doute ce phénomène c'est comme
amplifié, je dirais, dans notre culture, parce qu'aujourd'hui, voilà, on fait des études, on passe son baccalauréat, peut-être sa maturité, ensuite peut-être qu'on se lance dans 3, 4, 5 années d'études supérieures, et puis on sort de ces études supérieures à 22 ou 23 ans, ou 24 ans, ou 25 ans, en fonction du type d'études qu'on fait, et puis finalement, on est un grand débutant dans la vie. Mais si on replace les choses dans un contexte un petit peu différent, un grand nombre des personnages historiques de notre culture ont accompli des choses tout à fait extraordinaires à des âges qui aujourd'hui nous paraîtraient incroyables. Je regardais il n'y a pas longtemps sur Netflix une docu-série sur Alexandre le Grand, que je recommande à celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent aux racines de notre histoire. Et Alexandre le Grand, dont tout le monde a entendu parler, peut-être sans très bien connaître son histoire, a accompli ce qu'il a accompli à 30 ans à peine. Il a conquis en fait un quart du monde à son âge. Et on pourrait comme ça trouver toutes sortes d'exemples en fait dans notre histoire qui sont bien la démonstration finalement de cette citation que l'âge, ça n'est qu'un nombre et que la vraie passion n'a pas de date d'expiration. Moi j'aime beaucoup aussi cette façon d'entrevoir les choses. Donc ne nous laissons pas influencer, quel que soit votre âge, ne nous laissons pas influencer par des a priori, des jugements en fait qui pourraient être portés sur notre situation de vie par des personnes peut-être plus jeunes ou peut-être plus âgées que nous, quel que soit l'âge que vous avez, et qui viendraient juger le chemin sur lequel nous sommes en rapport avec l'âge. Il t'est arrivé aussi de rencontrer en fait des jeunes personnes, et je ne donnerai pas d'âge, avec une maturité incroyable, et des personnes âgées en termes de nombre, avec une immaturité incroyable. Et donc, pour ma part, j'ai vraiment l'impression en fait que l'âge est un indicateur, mais que finalement, ça n'est qu'un indicateur en fait parmi d'autres. Il n'empêche que je suis d'accord avec toi que l'âge n'est qu'un indicateur. Et effectivement, pour moi, c'est bien plus parlant de se connecter à la personne, de rencontrer la personne et de voir dans quelle mesure cette personne-là vibre avec soi-même, ce qu'elle a apporté, plutôt que de prendre en considération. Mais là, on parle de l'âge, mais pour moi, c'est le même débat pour les diplômes, en fait. Mmh. Et on est quand même on est encore dans une société qui reconnaît la valeur des diplômes, la valeur de l'âge, la valeur du chemin parcouru, alors que dans le fond, en tout cas, moi, j'accorde vraiment de l'importance aussi à ce qu'une personne dégage, à ce dont elle a envie, à ce qui la passionne, à ce qui la fait vibrer bien au-delà des papiers, de l'âge, du chemin, de l'origine, de toutes ces choses-là. Et dans mon métier, j'ai plein de fois eu l'occasion d'accueillir quelqu'un dans une équipe de travail qui n'avait ni les papiers, ni la formation, ni le bon âge. Et puis, c'est des gens qui se sont révélés avec un potentiel incroyable. Mmh. Et c'est partir de la personne. Et je suis d'accord avec toi que on est quand même et encore toujours dans une société qui donne de la valeur à comme une enveloppe extérieure. Mmh. Moi, j'aurais dit ça, alors je suis tout à fait d'accord aussi avec toi, j'aurais peut-être dit ça, une société qui donne de la valeur au faire. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie plutôt, et pas au savoir-être. Et pas à l'être et au savoir-être. Et donc, ça pose la question en fait de savoir finalement qui je suis, qui es-tu, qui sommes-nous, et qu'est-ce qui fait de toi en fait un être unique avec une valeur complètement unique, et ton histoire peut être particulièrement riche à 20 ans. D'expériences de toutes sortes qui t'ont amené dans une maturité que des personnes peut-être de 50 années numériques ou de 60 années numériques n'auront pas forcément, parce qu'ils n'ont pas en fait cette variété dans l'expérience. Mais même quand je suis en train de dire ça, en parlant d'expérience, je suis encore en train de parler du faire, tu vois. Mm-hmm. Donc quoi, c'est pas facile finalement de sortir de ce schéma-là et de cette façon en fait d'envisager les choses. Certainement, l'âge numérique amène une forme d'expérience et de sagesse qu'on n'a pas forcément quand on a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Une forme de recul aussi sur les situations. Certainement. Mais finalement, notre véritable valeur
devrait être déterminé non pas par ce que nous faisons ou par ce que nous avons obtenu, certification, diplôme, etc., mais bien par qui nous sommes. Et ça, c'est assez difficile finalement dans notre société. En tout cas, comme porte d'entrée de qui nous sommes et de ce que nous savons faire par après. Or, c'est l'inverse. Et c'est d'autant plus compliqué quand on traverse des périodes de transition où on est tout à coup en train de se demander si on a envie de changer de direction, si on sent qu'on n'est plus tout à fait aligné, si on est dans des préoccupations avec un travail qui nous motive finalement plus tant que ça, et que du coup on se pose la question. Et quand on est dans ces périodes de transition, je trouve que c'est extrêmement compliqué de se demander, ok, alors ça c'est tout ce que j'ai fait, et donc comment je garde ça, ou comment je le garde pas, et comment je remobilise en fait sur une autre énergie. Comment je vais trouver d'autres passions? Comment je vais retrouver quelque chose qui me mobilise? Et moi, je suis je sais très bien comment ça fait parce que j'ai été passionnée pendant de longues années par un métier qui me passionne toujours, mais aujourd'hui, je sais qu'il y a d'autres choses qui m'appellent. Et ça crée une espèce de tension. Et du coup, je me dis, ok, ça, je sais faire. Et du coup, c'est comme je m'agrippe parce que ça me crée de la sécurité. Et en même temps, je sens bien qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Et du coup, je laisse la porte ouverte, mais avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations qui créent de la peur, qui créent des choses désagréables en moi. Et malgré tout, dans tout ça, je me dis que la porte d'entrée qui me permet de passer peut-être de l'un à l'autre ou de faire l'un et l'autre, c'est comment je donne la place à ce qui me passionne réellement et de me poser cette question centrale-là. Et c'est vrai que cette question, la réponse à cette question n'est pas forcément évidente à trouver. Et je dirais que là aussi, l'âge n'a pas tellement d'importance. Elle n'est pas forcément aisée en fait à trouver cette réponse parce que lorsqu'on a passé beaucoup de temps à faire quelque chose et qu'on a acquis donc un savoir-faire dans un domaine particulier, on peut avoir acquis, comme on le disait précédemment, ce savoir-faire finalement sous l'influence de normes sociales, sous l'influence de nos parents peut-être qui nous ont poussés dans une direction, sous l'influence de la société qui nous a dit que c'était bien de prendre ce parcours-là plutôt que tel parcours. Et finalement, on a appris à faire des choses et on a peut-être oublié ces choses qui nous faisaient vibrer naturellement quand on était enfant. Et j'aime assez, moi, quand je fais de l'accompagnement autour de ces thématiques-là, poser des questions autour de « mais qu'est-ce qui te faisait vibrer quand tu étais enfant ?» Et toi, par exemple, qu'est-ce qui te faisait vibrer quand tu étais enfant? Quelles sont les choses que tu faisais naturellement, avec plaisir? Si tu devais poser la question aujourd'hui à tes parents, ils disaient « ben voilà, Jacqueline, quand elle était enfant, elle s'occupait de telle et de telle manière, elle adorait faire ci, ça ou ça », ce serait quoi? Alors, ce serait exactement ce qui me passionne encore aujourd'hui, dans le fond. Et quand j'étais enfant, j'étais passionnée par les histoires, le monde onirique, par les mondes imaginaires. Donc, j'étais beaucoup dans des jeux symboliques. Et voilà. Aujourd'hui, l'âge que j'ai, je fais plus des jeux symboliques, mais tout ce qui est symbolique, les rituels, la magie, tout ça, ça a une place immense dans ma vie, donc c'est resté. Après, j'étais quelqu'un de créatif, donc j'aimais bricoler, j'aimais dessiner, c'est toujours là. Et dans le fond, moi, je suis convaincue, effectivement, que excuse-moi, tu dis que c'est toujours là, et puis en même temps, avec, comme tu le disais, le métier que tu as embrassé, en fait, pendant toutes ces années, je sais, parce que je vis avec toi, que, par exemple, dessiner et créer des objets, des choses comme je t'ai vu le faire, en fait, au cours des années précédentes, ça fait pas aujourd'hui partie de ton quotidien. Ce sont des choses qui émergent à nouveau dans des moments dans lesquels tu as de l'espace, en fait, dans ta vie, dans ton existence, pour retrouver en toi cette force créatrice, cette source créatrice, cette vibration en fait que tu avais quand tu étais enfant. Mais concrètement, ce que tu fais dans ton quotidien de tous les jours, alors bien sûr qu'il y a une part de créativité, bien sûr qu'il y a une part de, oui, bien sûr qu'il y a une part de créativité. Mais aujourd'hui, dans ton métier de tous les jours, 8 heures par jour, t'es pas en train de dessiner ni de créer des objets. Non, je suis ni en train de dessiner, ni en train de créer des objets. Je passe du temps et c'est dans mon métier, ce qui me réjouit encore beaucoup aujourd'hui, c'est d'imaginer en fait des outils qui permettent d'aller de l'avant, de travailler en équipe, de travailler avec les familles, de travailler avec les enfants. Là, je sens, quand il y a quelque chose comme ça qui émerge, je sais que j'ai l'espace encore de le faire. Mais dans un fonctionnement qui, néanmoins, me réduit de plus en plus le champ possible de cette part créative-là, c'est clair. Alors, je trouve ça intéressant parce que finalement, si je reprends ton exemple, on est en train, au fond, de parler un peu d'une passion pour le fait de créer des choses.
Et finalement, dans cette passion pour créer des choses, ce que j'entends, c'est qu'une passion peut s'exprimer en fait de différentes manières. Et peut-être que la façon naturelle dont tu exprimais cette passion lorsque tu étais enfant, c'était en dessinant, en créant des objets, et puis peut-être d'autres choses encore. Et puis aujourd'hui, dans le métier que tu as choisi de faire, ou dans le métier vers lequel ton chemin t'a poussé, ta façon finalement d'exprimer cette part créative de toi, c'est comme tu le disais, en créant des outils, en créant des modèles, etc., etc. Mais tu sens qu'il y a, comme tu le disais, quelque chose qui est en train de changer, quelque chose qui est en train d'évoluer. Et donc peut-être la question ce serait de se dire, ok, si aujourd'hui tu avais le choix, et être payé à plein temps pour continuer de faire ce que tu fais, ou être payé à plein temps, salarié, dans les mêmes conditions, mais pour dessiner, pour créer des objets, qu'est-ce que tu choisirais ? Je crois que la réponse, elle serait à mi-chemin, là, aujourd'hui. Okay. Dans le sens que la part créative que je peux néanmoins mettre en fonctionnement dans le travail actuel, me comble, en fait. Et c'est vrai, la créativité, elle peut s'exprimer de 1000 manières différentes. Ça, c'est clair. Mais voilà, je sais pas, je vais réfléchir à la question. Ouais, okay. Moi, si je pense un petit peu aux choses qui me passionnaient quand j'étais enfant, ce dont j'ai souvenir et finalement ce que ma maman m'a raconté en fait du type d'enfant que j'étais. J'étais un enfant extrêmement plongé aussi dans un monde un peu imaginaire, un peu comme toi. Alors on est d'une autre génération aussi, peut-être que les jeunes qui nous écoutent, mais dans un monde un peu imaginaire, j'ai passé beaucoup de temps en fait à construire des mondes avec des Lego. En particulier, Dieu bénisse l'inventeur de Lego, quel outil extraordinaire. Je passais beaucoup de temps avec des personnages qu'on appelait des Big Jim en fait à l'époque, qui étaient des versions miniaturisées d'hommes, souvent. C'est plus tard que Barbie et Ken sont arrivés, mais c'était souvent des hommes qui étaient d'ailleurs très stéréotypés. Il y avait le mécanicien, le militaire, etc. Et à animer en fait des personnages autour de ça. J'ai passé beaucoup de temps avec les Playmobil, je passais beaucoup de temps dans les livres. Et finalement, dans ma vie, j'ai choisi aussi toutes sortes de chemins, ou toutes sortes de chemins m'ont choisi. Et je vois aussi dans ma propre vie aujourd'hui comment je fais dans mon quotidien tout un tas de choses que je dois faire parce que mon activité finalement me demande d'agir un certain nombre de choses, mais ce ne sont pas des choses qui me passionnent. J'ai gardé cette passion, j'aime créer, comme tu le sais, j'aime créer des outils moi aussi, j'aime créer des modèles, j'aime créer des formations, j'aime écrire. Donc il y a des choses en fait qui sont demeurées et qui sont en lien finalement avec ces passions du passé, mais avec le temps, ces choses-là ont pris comme une forme en fait d'expression un peu différente. Et quand on passe par une phase de transition dans sa vie, dans laquelle il y a des doutes sur et demain, quelle sorte de femme, quelle sorte d'homme j'ai en train de devenir, eh bien je trouve que ça peut être utile de se souvenir de ce qui nous a animés à différents moments dans notre vie, ce dans quoi nous pouvons passer finalement des heures sans que ce soit ni un effort, ni une tâche harassante, mais au contraire quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui nous comble de joie, quelque chose qui nous fait complètement vibrer. C'est pas facile parce que quand on part sur une nouvelle voie, il y a la peur d'échouer, il y a la peur de se planter, et cette peur, elle est bien sûr exacerbée par le sentiment qui peut être là d'un manque de reconnaissance de ma propre valeur. Quelle estime j'ai de moi-même par rapport à ce que j'ai fait jusqu'ici, peut-être parce que j'ai accepté d'entrer dans un métier qui avait été tout tracé, le métier que mes parents voulaient que je fasse, le métier que les études que j'ai choisies en fait m'a orienté, vers lequel j'ai été orienté. Et on voit, et on le sait, que très souvent, dans les crises de la mi-vie, à 40-45 ans, des gens qui ont été dans une carrière, dans un domaine, laissent tout tomber et vont élever des chèvres dans Larzac, j'exagère, mais ou tout à coup vont se lancer dans une activité complètement différente en fait de celle qui leur a été d'une certaine façon imposée par le milieu dans lequel ils ont vécu,
pour pouvoir vivre enfin quelque chose qui les a toujours fait vibrer ou qui les a toujours fait rêver jusqu'à ce moment-là. Mais ça suppose de passer cette peur d'échouer et de pouvoir se rassurer sur un certain nombre d'éléments envers soi-même en se disant « Ok, voilà quelles sont mes qualités, voilà quelles sont mes forces, au-delà de ce que j'ai fait. Voilà les choses qui me font vibrer, voilà les choses qui me passionnent, voilà les choses qui m'amènent de la joie. » En fait, on discutait tout à l'heure de quelles étaient mes passions quand j'étais enfant et de quelles étaient les tiennes. Mais je pense qu'il y a des passions qui peuvent être découvertes tout au long de la vie. En fait, ça a comme pas de date d'expiration. Effectivement, il n'y a pas de limite à découvrir une nouvelle passion. Alors, bien sûr que moi, mes passions, elles ont orienté mon choix de vie professionnelle et j'en suis très heureuse. J'en ai été très heureuse jusque-là et j'en reste très heureuse, même si d'autres choses m'appellent. Mais je pense à une collègue de travail qui, se réalise pas du tout dans son milieu professionnel et qui est en train, comme tu dis, alors c'est un rigolo que tu arrives là-dessus, qui est en train de faire une formation pour devenir bergère. Ok. Ouais. Et vraiment, donc son métier, c'est dans l'administration. Elle s'occupe des dossiers. donc voilà, du dossier bureau à la bergère dehors, et il y a vraiment un immense pas. Et pourtant, et c'est quelqu'un qui est quand même aussi en doute et en proie à plein d'interrogations au fond d'elle. Mais voilà, elle s'est dit que là, il y avait peut-être une passion à découvrir et elle avait besoin de trouver quelque chose qui la faisait vibrer. Après, ça n'enlève absolument pas ni la peur de l'échec, ni l'immense sentiment de solitude dans lequel elle peut se retrouver, ni l'isolement de tout à coup être même perçue comme complètement folle, de lourder un travail dans lequel elle gagne bien sa vie, pour aller vers quoi? Vers un métier qui est en voie de disparition, on va peut-être presque dire ça comme ça. Donc je trouve qu'il faut à la fois du courage, s'armer de courage pour passer le pas, s'armer le courage pour se défaire de tout ce qu'on a connu, oser être soi-même, et puis oser effectivement prendre le risque de se dire en fait, je dois absolument trouver ce qui me fait vibrer. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, mais en tout cas j'y vais. Et alors justement, peut-être qu'on pourrait donner quelques pistes à nos auditeurs sur les façons de pouvoir aborder ces périodes de questionnement, ces périodes de doute, que vous soyez peut-être dans une voie d'études qui ne vous convient pas, que vous soyez peut-être dans un métier qui ne vous convient pas, ou dans une situation de vie qui ne vous convient pas. Et je crois que, comme tu le disais à l'instant avec cette personne, l'une des premières pistes qu'on peut vraiment proposer, c'est d'oser s'autoriser. C'est de s'accorder finalement la permission d'explorer, d'expérimenter de nouvelles idées sans attendre un résultat particulier. Et moi, tu le sais, c'est quelque chose que j'aime. Comme je dis, voilà, je suis toujours prêt pour une nouvelle expérience culturelle. C'est pour moi un état d'esprit, en fait. Je crois que dans ma vie, en fait, jusqu'ici, je me suis autorisé de façon très très régulière, et peut-être même tous les ans, à expérimenter en fait quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de ce que j'avais fait. À la fois pour venir me challenger en fait sur de nouveaux sujets, sur de nouveaux thèmes, pour m'aider à réfléchir aussi sur ce que j'aime, ce que je n'aime pas, pour m'enrichir de nouvelles connaissances. Et finalement, il n'y a qu'en essayant, en se donnant l'autorisation d'essayer de nouvelles choses, qu'on peut se révéler d'une certaine manière à soi-même. Donc peut-être une première piste qu'on pourrait donner, c'est ça. C'est accorde-toi, toi qui m'écoutes, toi qui nous écoutes, la permission d'explorer, d'expérimenter de nouvelles choses pendant cette année, même des choses qui te paraissent un peu folles, même des choses, des choses dont tu as envie depuis longtemps, et puis peut-être que les gens autour de toi sont en train de te dire mais ça va pas, ne fais pas ça, tu te rends compte. Vas-y, si tu sens un appel en fait à l'intérieur, vas-y, fonce, teste, et puis qu'est-ce que ça coûte de tester? Pas grand-chose. Peut-être qu'il y a quelque chose pour toi qui se révélera dans ce domaine-là. Et c'est une si belle façon de prendre soin de soi quand on fait des choses comme ça, quand on s'accorde la permission. C'est une si belle façon d'écouter aussi son enfant intérieur, qui peut-être ne sait pas encore où il va, mais il n'empêche que je trouve que c'est un beau cadeau à se faire, et dans des toutes petites choses. Ouais, pour moi, par exemple, pour donner un exemple très très concret, alors vous ne me voyez pas, mais et peut-être que vous ne me connaissez pas et que vous ne m'avez jamais vu. Je suis né en Afrique. Je suis métisse avec une maman africaine et un père européen. Et
j'ai passé la première moitié de ma vie en fait à chercher le soleil, à chercher la chaleur, à chercher ce sentiment de retrouver finalement la douceur et le côté réconfortant de la chaleur et du soleil. Et pendant très 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 longtemps, je me suis dit mais le froid c'est pas pour moi, du tout. Et puis j'ai déménagé une période de ma vie depuis le centre grosso modo de la France jusque vers le sud de la France, en me disant que plus jamais je ne repartirai de là-bas. Et puis je t'ai rencontré et je me suis retrouvé en Suisse dans un univers complètement différent, avec une météo aussi complètement différente, et quelque chose que je teste très sérieusement, que je n'aurais jamais imaginé, que je teste très sérieusement pour amener de la nouveauté, pour m'autoriser à explorer et à expérimenter, ce sont les bains froids. Et aujourd'hui c'est ce qu'on a fait encore une fois. On a passé 2 heures, alternance sauna, bain en eau froide à 6 degrés dans le lac de la Gruyère. Si tu m'avais dit, il y a ne serait-ce que 5 ans, que je deviendrais un adepte des bains froids et que je prendrais plusieurs bains froids par semaine, je t'aurais dit, mais vraiment, bah écoute, peut-être, mais là, franchement, ça me parle pas du tout, quoi. Et pourtant, je m'autorise en fait à vivre cette nouvelle expérience, et en vivant cette nouvelle expérience, je découvre de nouvelles dimensions de cet art de vivre, de la pleine conscience que je cherche à transmettre, qu'on cherche tous les deux à transmettre, de nouvelles dimensions de compréhension et de connaissance de mon propre corps, des limites que je peux dépasser, de la façon dont je peux amener aussi de nouvelles une nouvelle forme de confiance en fait dans mon corps, dans mes capacités mentales à me dépasser dans ce domaine-là. Voilà un exemple très concret en fait de s'autoriser. Après, dans ces périodes de transition, c'est important de s'entourer, je crois, de bonnes personnes. Enfin, de personnes qui nous soutiennent. Pas forcément de personnes... Peut-être que les gens nous soutiennent et nous comprennent pas, et c'est OK. Parfois, on peut vraiment passer pour quelqu'un un peu foufou, avec une idée nouvelle, avec une nouvelle passion, avec l'envie de changer radicalement. Et peut-être bien qu'il y a des personnes que ça surprend et qui nous comprennent pas. Ça n'enlève rien au fait que ces personnes-là peuvent malgré tout nous soutenir. Et je crois que dans ces périodes-là, on peut aussi réaliser les personnes pour lesquelles ça va créer un effet miroir, et qui vont se reconnaître dans leur propre peur et qui seront peut-être pas dans ces moments-là les meilleures personnes pour nous accompagner. Parce que ce qui va vibrer en elles, en fait, c'est les propres peurs que ça génère en miroir de ce qu'on est en train de vivre. Et c'est OK, en fait, qu'il y ait des personnes pour qui ce soit comme ça. Mais je crois que dans ces moments-là, dans ces périodes de transition, si je reviens un peu en arrière, finalement, dans ces périodes de transition, le nombre de gens qui ont été soutenants, aidants pour moi, se sont pas comptés par dizaines ni par centaines. Très limité. C'est un nombre très limité. Mais pour autant, c'est super important. Ouais, et je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pense que si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci, en tout cas, mon expérience aussi, c'est que la plupart du temps, les soutiens les plus précieux ne se trouvent pas dans l'entourage immédiat, la plupart du temps. Alors bien sûr, ça peut être le cas, vous pouvez avoir un conjoint ou une conjointe très soutenant, peut-être un enfant, mais très souvent, en fait, nos familles qui pensent à notre sécurité, qui nous connaissent dans un certain cadre, etc., vont projeter, en fait, sur nos éventuels projets de changement de vie, de transition, des peurs qui sont leurs propres peurs. Et ce que je tiens à vous dire, si c'est quelque chose que vous expérimentez ou que vous avez expérimenté, ça n'est pas que les gens qui vous entourent ne vous aiment pas, mais c'est tout simplement leur bonne intention, leur intention positive, c'est quelque part de vous protéger finalement de vous-même, sans le plus souvent que vous l'ayez demandé d'ailleurs, mais de vous protéger de vous-même. Et donc ça, c'est un premier aspect, être conscient de ça, que finalement, on s'attendrait à trouver du soutien dans des périodes de changement de la part de ses plus proches, et on ne le trouvera pas toujours, parfois c'est le cas, parfois non. Et si vous ne le trouvez pas, sachez que il y a toujours quelqu'un quelque part qui a la même folie que vous, qui a la même envie de changement que vous, qui est déjà passé par ce par quoi vous êtes passé et qui a réussi. Ou peut-être aussi qui s'est planté, mais il y a... Et aujourd'hui, c'est extrêmement facile avec toute la littérature qui paraît à droite et à gauche, avec les réseaux sociaux, avec les moyens de communication qui sont à notre disposition.
d'entrer en contact avec des gens qui ont peut-être déjà vécu et réussi la transition à laquelle vous aspirez. Donc n'hésitez pas à entrer en contact avec ce genre de personnes pour faire connaissance, un entretien téléphonique, poser des questions pendant une vingtaine de minutes, et très souvent vous serez étonné en fait de voir à quel point les gens sont tout à fait disposés en fait à vous partager leur expérience si vous le leur demandez. Et puis commencez petit. Commencez par des petits pas, fixez des objectifs qui sont réalisables. T'as dit le mot objectif. Ouais, incroyable. Des étapes, tu voulais dire? Des étapes, ouais. Passer des steps, quel qu'il soit, quel que soit le nom qu'on met là. Mais voilà, imaginez des étapes qui soient réalisables, qui ne soient pas immensément irréalistes, insurmontables, qui nous paraissent être comme des montagnes plutôt que comme un petit escalier à passer pour aller plus loin. Je trouve que c'est... J'ai souvent, dans les moments de transition les plus importantes de ma vie, eu le sentiment que ce moment-là m'apparaissait comme une montagne gigantesque devant laquelle je me trouvais, et j'étais vraiment minuscule là devant, et ça faisait très 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 peur. Et du coup, c'est poser un pas, un premier pas, puis un autre petit pas et un troisième petit pas, ben c'est ok en fait. Et c'est bien en mettant un pied devant l'autre qu'on va finir par trouver le bon chemin qui va nous permettre de grimper en haut la montagne et d'en redescendre. Et je crois que c'est humain d'avoir peur des transitions, parce qu'on imagine ça comme étant des étapes vraiment très très énergivores, très importantes, qui nous remettent en question. Et à la fois de se faire confiance sur les toutes petites choses. Ouais, c'est ça. Tu sais comment on fait rentrer un éléphant dans un frigo? Vas-y. Un morceau après l'autre. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est exactement l'idée en fait. Et c'est d'une profonde sagesse, c'est la sagesse populaire. C'est d'une profonde sagesse, et je crois que toi et moi, on est des adeptes de ce que j'appelle la méthode des petits pas. Une méthode qu'on essaie de faire expérimenter aussi de façon très concrète dans les retraites qu'on organise, toi et moi, dans le désert, marche et méditation, avec cette idée que oui, la meilleure manière finalement de gravir une dune ou de gravir la montagne dont tu étais en train de parler, c'est un pas après l'autre. Et la méthode des petits pas est la meilleure manière finalement d'aller vers, de gravir cette montagne dont tu étais en train de parler. Voilà, on pourrait avoir l'idée qu'il serait possible, d'une façon magique, de se trouver au pied de la montagne et tout à coup d'être projeté au sommet d'un seul coup. Mais en réalité, si vous vivez d'immenses changements dans vos vies, et peut-être que ça arrive parfois, qu'il y ait d'énormes changements qui se produisent dans une vie, parce que tout à coup on découvre une maladie grave, tout à coup on perd un être aimé très proche, tout à coup on est licencié du travail dans lequel on a travaillé pendant des années, etc., etc. Il y a tout un tas de situations qui peuvent nous donner l'impression que tout à coup il y a une montagne en fait qui s'abat sur nous et qu'on est projeté en fait dans quelque chose de différent. Mais même si ça s'est déjà produit pour vous, si c'est en train de se produire pour vous, ou si ça risque de se produire pour vous, gardez à l'esprit que la meilleure manière finalement d'aller vers ce qui compte pour vous, c'est un petit pas après l'autre. Et devant cette montagne, encore une chose vraiment importante, devant cette montagne, demandez-vous qu'est-ce qui vous réjouit vraiment. Qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse, qu'est-ce qui vous satisfait, au-delà des résultats, au-delà de ce que vous voulez obtenir, au-delà de ce que vous imaginez trouver après. En fait, c'est juste là, devant la montagne. Si tant est que ce changement vous apparaisse comme une montagne, demandez-vous qu'est-ce qui me réjouit, qu'est-ce qui me satisfait, qu'est-ce qui me mobilise à l'intérieur. Et c'est bien en cherchant la réponse à ces questions-là que pour moi, en tout cas, on va être capable d'actionner le premier pas. Et puis après l'autre, puis après le troisième. Sans être dans la projection de ce qui sera après, qui en fait est terrifiant, suivant comment. Alors, on verra un peu plus loin que avoir une idée quand même de la direction que vous prenez. Si vous êtes au milieu d'un massif gigantesque, vous êtes au milieu des Himalayas et que vous avez plusieurs montagnes à gravir, avoir une idée de la direction que vous allez prendre, c'est quand même aussi un élément qui peut être important, y compris en termes de survie.
Mais quelle que soit la façon en fait dont vous allez imaginer ce vers quoi vous allez aller, il y a cette dimension du lâcher prise, de l'acceptation de ce qui est en train de se passer ici et maintenant, et comme tu le dis à juste titre, d'être juste présent à ce qui se passe ici et maintenant. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est demandez-vous ce qui vous réjouit, demandez-vous ce qui vous fait vibrer. Pour moi, ça me parle de cette petite voix intérieure, tu sais, de cette boussole en fait intérieure qui me permet de trouver mon vrai nord intérieur. Et pour trouver son vrai nord intérieur, pour réactiver cette boussole qui a peut-être été abîmée par le temps, qui a peut-être été ensevelie par toutes sortes de choses, je trouve que le fait effectivement de se poser la question, de savoir qu'est-ce qui me réjouit, qu'est-ce qui me donne de la joie, est une excellente façon de retrouver la direction. Et du coup, ça nous mène à un exercice qu'on pourrait vous proposer, un exercice que j'aime beaucoup, que Jean-Marc qualifie comme la cartographie des passions. Et c'est vrai, vous pourriez déjà trouver un grand papier, prendre une grande boussole et puis prendre toutes sortes de magazines. Et puis vous créez en fait une carte visuelle de c'est quoi vos intérêts, c'est quoi vos passions. Puis y aller, mais vraiment librement, comme un enfant qui s'éclate avec une paire de ciseaux, de la colle, de la couleur. Et lâchez-vous, quoi, vraiment, dans cet exercice-là. Parce que il n'empêche qu'un collage après l'autre ou la recherche d'une image, même dans un magazine après l'autre, nous donne des pistes d'orientation et de compréhension dans ce vers quoi vraiment on veut aller. Une autre chose que je pourrais vous proposer et que Jacqueline aime aussi faire, c'est prendre un moment pour réfléchir en fait à qu'est-ce que vous avez réalisé par le passé. Quelles sont les étapes finalement que vous avez franchies et qui vous ont permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, quelles sont les réalisations passées qui vous ont tenu à cœur? Et pas forcément des réalisations professionnelles, hein. Ça peut être des associations dans lesquelles vous avez été impliqué. Ça peut être des projets caritatifs dans lesquels vous avez été impliqué. Ça peut être des choses que vous avez organisées pour des amis, avec des clubs, etc. Quelles sont les choses que vous avez réalisées par le passé et comment ces choses que vous avez réalisées par le passé s'alignent avec ce qui a de l'importance pour vous aujourd'hui, avec vos aspirations de ce moment, avec les valeurs qui sont importantes pour vous. En faisant ce genre de travail, vous faites une revue finalement de votre vie, et en faisant cette revue de votre vie, eh bien vous pouvez trouver en fait tout un tas de points d'appui pour aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller avec plus de confiance, parce que vous savez que vous avez déjà réalisé un certain nombre de choses par le passé. Et si on regarde ces choses réalisées dans le passé avec l'angle et la question de se demander dans lesquelles de ces réalisations ou à quel moment de ces réalisations je me suis sentie pleinement heureuse, en paix, sereine, et de se poser la question, est-ce que ce serait encore d'actualité aujourd'hui? Je trouve que ça nous donne des indicateurs bien précieux. Absolument. Et puis, une proposition aussi qui peut être intéressante, à partir du moment où vous nous écoutez, là, vous pourriez vous dire, ok, ça fait un moment que j'ai envie de, je sais pas, me lancer dans la couture, le macramé, les bains froids, j'aimerais apprendre à piloter, j'aimerais me lancer dans les jeux vidéo, j'aimerais cuisiner, j'aimerais... peindre, dessiner, faire de la musique, peu importe. Ok, lancez-vous. Lancez-vous dans un défi de 30 jours, à partir de maintenant. Et pendant 30 jours, engagez-vous dans une nouvelle activité, un nouvel apprentissage, pour stimuler la créativité, votre créativité, comme on en parlait au début, pour faire de nouveaux apprentissages, découvrir peut-être, ou redécouvrir d'anciens centres d'intérêt, d'anciennes façons que vous avez de vibrer autour de votre façon d'être, de votre façon de faire et de votre façon d'avoir. Et de réactiver l'énergie vitale de l'envie et de la joie. C'est ça, exactement. Voilà, on arrive au terme de ce 3e épisode. C'est ça. 3e épisode déjà, on est vraiment très heureux
de vous avoir avec nous. Alors on ne se voit pas, on est en train de parler tous les deux. Non, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas qui nous écoute. Donc s'il vous plaît, faites-nous un petit message si. Voilà, pour nous faire un petit message, vous pouvez vous rendre sur le site jeanmarcterrel.com/podcast. Il y a un formulaire dans lequel vous pouvez partager ce qui a été aidant pour vous pendant cet épisode. N'hésitez pas également, c'est pas grand-chose, mais pour nous ça fait beaucoup et c'est vraiment très utile à vous abonner, à laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de nous écouter. Si l'épisode vous a plu, si l'émission vous plaît, ça nous aide en fait à faire connaître tout simplement cette émission, à faire connaître ces podcasts au plus grand nombre. Et si notre voyage et notre histoire est unique, la vôtre l'est aussi. Et donc on serait vraiment honorés et curieux de savoir ce que vous partagez et ce que vous êtes aussi en train de traverser. Voilà, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On vous dit à tout bientôt pour un prochain épisode. Exactement. Bye bye. Faites-vous une belle journée, une belle soirée, une belle nuit.